Bon, ça fait le backstage. Behind the scene. Genre comme derrière la scène. Et tu as été de séance? Non, c'est autre chose qui m'arrive. C'est des notes que j'ai pas pu relire depuis cette semaine. C'est parce que tu as la gourde. Merci. Parce que ça filtre, en fait. Ah, c'est parce qu'il y a filtre. Tu l'as déjà changé, le filtre, alors? Oui. Merci. Les 2 mois. La carte. C'est une carte. Tiens. Elle fait 400 litres. Aujourd'hui, on va boire le thé aux fleurs de geisha. Un truc assez doux, avec le goût de cerisier, tout ça. Gna gna gna. Cool. Tu parles de geisha, tout de suite, elle fait sa geisha. Et ouais. Non, vraiment, je suis bête. T'en vois. Par contre, je sais pas s'il va durer longtemps sur les coulées et tout ça. Bon, si à un moment donné il perd son odeur, on change de thé, voilà. Je l'ai déjà vu. Celui-là? Regardez comment il est. Ouais, je le mets, après je fais passer le petit truc. Tu veux une cuillère à thé? Ça ira. Merci pour la proposition. C'est un thé vert. Hein? Un thé vert. Non, on tease. Pourquoi? J'aime pas le thé vert. Mais ça dépend. Il faut pas dire que Tiens. j'aime pas. Non, il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Vous pouvez le faire passer, attention, il tombe très bien. Ah ben là, Il suit très bien la gravité. c'est incroyable. Ouais. Tu as vu comme c'est chargé de sens. Oui, c'est vraiment du thé vert. Hein. Oh là là, il est parfumé. C'est impressionnant. C'est magnifique. C'est autant de goût. Je mange pas le goût, pourtant il est parfumé. Chez les gars, on n'a pas le goût. Ils n'ont pas l'odeur du thé vert. Donc, avant de commencer à parler de quoi que ce soit, on va faire la première coulée. On va apprécier l'odeur, le goût du thé. Et après, au fur et à mesure, on va... Ah, tu le fais peu de temps à infuser. Oui, ça c'est sûr, sinon il sera imbuvable. Sinon, il sera... Imbuvable. Trop amer. Non, mais je veux dire, Ceci dit, une minute. 3 minutes. Ouais, mais... Tu laisses pas une minute. Hein. Non, une minute c'est beaucoup trop. C'est pour ça que tu les Ah oui, pour pour toi, toi, c'est c'est beaucoup. Ouais. Sinon, après, si c'est C'est un trop... thé printanier. Qualité, tu sais ce que tu achètes. Oui, il y a de la fleur de Et puis c'est cerisier. vrai que le temps d'infusion compte. En fait, les Chinois disent, en fait c'est assez logique, le temps d'infusion compte, la qualité de l'eau compte, Oui. la qualité de thé compte, l'énergie que tu mets quand tu le sers et quand tu le fais, Oui. ça compte, tout compte. C'est pour moi? Oui. Hop. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mais sans y avoir été, il m'a été reporté qu'ils consommaient le thé beaucoup moins concentré que nous. Oui, parce qu'ils se servent plusieurs fois, ils remettent de l'eau, tu sais, sur le thé. C'est ça ouais, c'est ça. Donc là, je vous propose de sentir l'odeur, goûter. C'est la première fois pour moi aussi de goûter celui-là. On va ensuite, quand tu vas l'avaler, tu vas sentir la chaleur descendre en bas de ton ventre. Accompagne-la, ferme les yeux. Accompagne cette chaleur, commence à te concentrer sur tes sensations, sur ton corps, pour que ton cerveau commence déjà à s'aligner et s'apaiser. Voilà. Bonne dégustation. Merci. Ouvre la fleur.
ce que tu peux faire pendant la respiration, quand tu inspires, juste tu ressens le calme, quand tu inspires le calme, et quand tu expires, relâche-toi. Avec chaque expiration, tu te relâches. Ok. Si tu en revoudras, tu approches ta tasse, comme ça je pourrai te servir au fur et à mesure. Et si tu en veux plus, tu laisses ta tasse à côté de toi et de préférence tu la retournes. Que quand tu la retournes, au moins tu en es sûr que tu veux pas de thé et tout ça. Parce que tu peux juste oublier de l'approcher. Voilà. Donc, aujourd'hui apparemment c'est notre 4e séance de théorie. Et les sujets de la séance d'aujourd'hui, c'est les liens entre la respiration et les émotions. Qu'est-ce que c'est l'expiration sonorisée? Et comment cette expiration sonorisée permet la libération des tensions physiques, émotionnelles et autres. L'idée est simple. Que quand on est né, première chose qu'on a fait, on a inspiré. Deuxième chose qu'on a fait, on a expiré, et souvent c'est un cri, pour informer quelque chose vers le monde extérieur. C'est pour ça que dans le bouddhisme, ils n'utilisent pas le terme mind ou le terme esprit. C'était de style le corps. Et à la place de l'esprit, ils utilisaient le terme la parole. Ce que, pour parler, tu expires. Et tu mets une certaine vibration dans l'intercoupé do, ton, expire. Tu le découpes, ton expire, tu mets le son, tu le découpes, ce qui fait les mots. Donc tu peux communiquer avec les autres. Donc les cris, les sons, expiration sonore, c'est avant tout un moyen de communiquer. Quand on a mal, quand on se tape quelque part, aïe 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 aïe, ou quand tu te brûles ou quelque chose, tu vois cet aspect-là de utiliser la respiration pour enlever certaines tensions. Vu que dans nos pratiques, on travaille beaucoup sur la respiration, principalement sur la respiration, par la gym posturale, on libère le corps, on libère les mouvements, et par les respirations dans ces mouvements, on libère notre sac myofacial, pour que les poumons puissent se déployer pleinement, et en bas, et au milieu, et sur les côtés, et aussi à haut. Sauf que chez la plupart des gens, quand je les coach et je les demande d'inspirer profondément, je vous demande la même chose. Asseyez-vous et inspire le plus profond de ce que tu peux. Et après, tu expires. Je te redonne à nouveau la consigne. Inspire le plus profond de ce que tu peux. Remplis toutes les zones que tu peux.
Quand tu as fait ça, bon là j'ai entendu qu'il y a certains bâillements qui apparaissent. Donc les bâillements, ça signifie une libération sur plusieurs aspects. Là principalement, l'aspect qui se libère, c'est l'aspect physique. Tes tissus, tes fascias, ils étaient étirés par l'inspiration, donc ils se libèrent. Et pour que les poumons puissent se déployer, tu bailles, ce qui est une réaction instinctive pour aller déployer tout ça. Par contre, quand je demandais d'inspirer, vous, vu que vous avez été initié à ça, vous avez fait quand même une inspiration approfondie. La plupart des gens inspirent et c'est coupé direct. Et il n'y a plus d'espace parce qu'ils inspirent que dans la partie haute des poumons. Donc, élévation ici. Et comme on a vu la séance dernière de la séance théorie, il y a les différentes choses en lien avec la posture, les peurs, les crispations. C'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, quand on inspire, normalement, en premier, tu vas chercher à gonfler la partie basse de tes poumons. Si tu es en position assise, ton ventre va se laisser sortir. Mais pas que devant. Pas que devant. Il va sortir aussi sur les côtés et dans le dos. Si tu touches ton ventre, tu vas trouver qu'il est mou ici, qu'il y a le truc sur le côté, tu vois, en haut les côtes, en bas tu as l'os iliaque, mais entre les deux, tu as l'espace. Derrière, pareil, tu as les côtes à haut, le sacro-iliaque, donc le sacrum, la colonne et l'iliaque derrière, en bas, mais entre les deux, tu as de la place. Donc, quand tu vas inspirer, on dit la respiration ventrale, c'est la respiration diaphragmatique. Sauf que toutes les respirations sont les respirations diaphragmatiques. Le diaphragme, c'est un parapluie qui est au fond là-bas, qui sépare le bas et le haut. Et que si ce parapluie ne fonctionne pas, tu ne peux pas respirer. Ce que les muscles accessoires, petit pectoral, les intercostaux, les scalènes, le scom, les différents muscles de la gorge là, ils sont que accessoires, ils ne peuvent pas te faire enlever cette cage énorme. Ils t'aident, mais ils ne la lèvent pas. Ils aident le diaphragme. Donc, quand tu es assise ou assis et tu inspires, que dans le ventre, ça remplit le bas de tes poumons. Et après, si tu continues l'inspiration, tu vas écarter les poumons ici et aller vers le haut. Et donc, si je montre par la bouche, je montre que la partie haute, ça ressemble à ça. T'as pas l'air normal là. Hein? Tu m'inquiètes. Ouais. Ouais. Donc, ça peut créer la pression et tout ça. Vous avez vu les muscles ici qui apparaissent, tout ça, ça se soulève. J'ajoute à ça les côtes. Ça et ça. Par contre, juste en faisant ça, ça m'a fait une tension dans les cervicales. Ce qui n'est pas productif. Cette respiration-là, c'est juste pour vous faire la démonstration des zones. Mais à la base, la respiration commence par le bas. Donc l'air, tu le fais, boum, rentrer en bas. En bas, il s'écarte. Et après, il monte pour remplir tout le tube de ta respiration. Du coup, ça ressemble à ça. Donc, tu es là. T'inspires. Il y a le plancher qui descend, plancher pelvien.
Donc si tu as vu le mouvement, il est énorme. Pourquoi j'ai levé les bras à la fin? Parce que quand j'ai les bras ici, il y a le poids des omoplates. Il y a encore une toute petite place qui n'a pas été remplie. C'est pour ça que dans les 3 respirations et les mouvements, on lève les bras pour aller libérer cet espace à haut. Quand on fait le petit mouvement d'ouverture en bas, tac, ça s'ouvre, on remplit en bas, on remonte, on remonte, on remonte, on inspire, tout ça, ça se remplit. Et après, tu expires d'abord par le ventre. D'abord, c'est le ventre qui commence à rentrer. C'est là où on a le dantian inférieur, le point. C'est le point entre le nombril et le pubis. C'est ce point-là qui cherche à se rentrer. Et c'est sur ce point-là qu'après on vient compresser, enrouler tout le corps. Ce qui fait que, comme si tu veux faire un escargot au raisin dans la pâtisserie, bah, tu vas prendre un morceau et tu vas commencer à le rouler sur lui-même pour qu'il s'enroule. Bah, c'est la même chose, tu prends ce morceau-là et après tu t'enroules sur ce morceau-là. Et la même chose, quand tu as déroulé, tu as le bassin qui se déroule, le dos qui se déroule, tout se déroule et ça se déroule dans la inspiration pour libérer tout ça. Et c'est ça qui va nous permettre de libérer tout notre sac respiratoire. Petit T. Les questions, tu les notes, tu les poseras après. Ah, on pose après. Mhm. Quand je vais commencer à aborder... Pour le dos. Oh, ok. Ouais, ok. Donc, les liens entre la respiration et les émotions. Quand on a eu mal quelque part dans notre corps, mal au dos, ça fait une rigidité. Quand tu as une ceinture lombaire de douleur, tu as une douleur, qui te fait la ceinture et tu as la respiration qui est très haute. Tu ne peux pas aller en bas. Quand tu as mal au ventre, tu as mangé un truc, ça se passe pas très bien, tu as mal au ventre, tu as du mal à respirer dans cette zone. Tu as les règles, tu es une femme, tu as les règles douloureuses. Ça influence énormément le corps. Tu as du mal à respirer, tu as du mal à bouger. Seule envie que tu as, en tout cas c'est les retours, les femmes que j'ai accompagnées, seule envie que toi tu as, c'est de te recroqueviller sur toi-même pour aller garder cette zone. Et ben, comment veux-tu respirer dans les 360 dans partout quand tu as besoin de te recroqueviller sur toi-même? Compliqué. L'énervement, la colère, la tristesse, les différentes émotions, ils se stagnent dans le corps. Par exemple, il y a une certaine cartographie du corps qu'on utilise en médecine traditionnelle chinoise pour tester les éléments, les 5 éléments, les 5 mouvements, les 5 émotions. C'est que en bas de nombril, tu as l'eau. L'eau est en lien avec les peurs quand elle est dans le déséquilibre. Au-dessus de nombril, juste au-dessus, tu as 2 zones. Tu as une terre, donc au niveau du nombril, tu as la terre. C'est les ruminations, quand tu réfléchis beaucoup trop, tu n'arrives pas à arrêter ton cerveau. Ça, c'est un signe de déséquilibre de la terre. Tu as la terre digestive qui est juste au-dessus. C'est la terre qui est en lien avec la digestion. Est-ce que tu digères ce que tu as mangé, ce que tu as ingéré? En haut, tu as le feu. Le feu, c'est la joie. Quand elle est en déséquilibre, le feu, il a trop de joie.
Ça épuise. Et quand tu es trop joyeux, peut-être ça vous est déjà arrivé, une surprise en quelque chose, un super moment, beaucoup de joie, et après tu es en down. Et du coup, c'est un équilibre. La joie, elle demande de l'énergie. Et une fois qu'il a eu cette énergie-là, bah, tu l'as consommée pour la joie, et derrière, tu n'as plus d'énergie. Et donc, tu essaies de remonter la pente. Ici, on a le bois. C'est la rate. C'est pas la rate, elle est là, mais le bois, il est là. Mais le bois, il est en lien avec le foie. Mais il se teste ici. L'explication, je le donnerai dans les séances à venir, quand on ira plus dans les détails de méridiens, les organes, les éléments et tout ça. Et le métal, il est ici, de l'autre côté. Donc, quand on touche notre ventre, ce que je vous propose de faire, c'est de poser les mains comme ça, ou comme ça, ou juste au-dessus de nombril, et aller à l'intérieur. Est-ce que tu arrives à rentrer en expirant? Donc tu inspires. Et quand tu expires, tu te relâches et tu rentres dans ton corps. Est-ce que tu arrives à aller jusqu'à ta colonne vertébrale et sentir tes battements du cœur? Est-ce que tu as mal quand tu fais ça? Oui. Quand tu fais là, parfois tu peux avoir comme un rejet, comme le corps qui rejette. Quand tu vas chez l'ostéo et il te fait travailler du viscéral, tu as envie de l'étarter, parce que toi-même tu ne l'as pas fait. Donc tu peux le faire, tu peux libérer tes organes. Maintenant, on va aller vers le haut, au niveau de la terre digestive. Hop. La pointe du Quoi, au sternum. sternum? Non, le sternum, il est là. Non, non, mais au plexus. En fait, tu as le V. Ok. Le V, le V, c'est le feu. Juste en bas du V, tu as encore une zone. C'est à peu près 2 doigts au-dessus de nombril. Et tu vois si c'est tendu ou pas. Ça correspond à la pointe du sternum, non? Non, non. Non. Si tu remontes à la pointe de sternum, c'est le feu. C'est trop haut. C'est un peu plus bas alors. C'est plus bas. Ouais. D'accord. Donc maintenant, on va au feu, tu vois. Moi, j'ai un tout léger déséquilibre, mais je dirais que c'est plutôt en lien avec le diaphragme. Ça me brûle. Ça ne me brûle pas, juste que j'ai une tension, que si je rentre comme ça avec mon pouce, ça va sonner ici. Et donc, j'ai un certain déséquilibre sur lequel on peut travailler. Soit avec le son, soit avec les mouvements, soit avec les points d'acupressure. Si tu appuies là sur le côté, tu vas voir où est-ce que tu en es. Tu appuies là sur le côté. Tu appuies en bas. Tu appuies entre deux. Et en fait, tu vas aller étudier ton ventre. Et là, une fois que tu as massé, marché un petit peu ton ventre, refais ta respiration la plus profonde possible. Et vois comment ça se passe. Ouais, ça touche. Il y a des chances que ta respiration est plus allongée, plus profonde, plus d'ampleur, plus d'amplitude, Plus fluide. plus fluide. Ça, là, on va pas le faire, mais si tu masses bien ton ventre, ça te donne plus de souplesse. Automatiquement, tu deviens plus souple, parce que tu lâches les tensions. Si en plus, tu vas faire les respirations spécifiques et le travail spécifique sur le ventre et sur ce sac facial, ça relâche tout le corps. Comment tu te sens au niveau d'état d'esprit là? Très détendu. Tu es très détendu. Plus de clarté. Plus clair? De clarté. Ok, plus de clarté. Et une connexion aussi dans le sens intérieur. Et la connexion dans le sens intérieur, qui est agréable. Donc, ça, c'est les symboles si on parle de système scientifique. Système nerveux parasympathique.
On a massé les organes, on a stimulé le nerf vague, en quelque sorte. On a respiré profondément, on a stimulé à nouveau le nerf vague. Du coup, ça apaise le système. Ton cœur bat plus lentement, ton cerveau est plus calme, ta vision est moins comme ça. Elle est plus large, tu es plus apaisé, tu es plus calme. L'endormissement pas loin. Ouais, l'endormissement pas loin. Donc, quand tu as certaines zones de ventre qui sont tendues, cela signifie un déséquilibre énergétique dans tes 5 éléments. Ça peut se déséquilibrer par plusieurs raisons, ça peut s'équilibrer de plusieurs façons. Tout ça, on le verra dans d'autres séances plus spécifiques à ça. Maintenant, on revient à un truc, je vais juste vérifier si ça filme. Oui. Ton mouvement de tête m'a fait penser. Tu as pensé à ça? Ok, donc je l'ai lu. Oui, c'est bon, 26 minutes. C'est bon, merci. Donc, tac. Quand on vit les émotions, déjà, un des points de vue sur les émotions, il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Sauf que, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a une autre façon de voir les choses. Dans ce cas-là, on dirait que la joie, c'est une émotion positive. Effectivement. Mais pourquoi on se sent éclaté après qu'on était joyeux, on a sauté de partout? Ok, ça se tient et ça se tient pas à la fois, cette explication. Donc, l'émotion, dans mon expérience et dans ce que j'ai lu et dans ce que je vis, j'ai vécu et je vis, l'émotion c'est un messager. Il a un message à te transmettre. Tu as certaines choses, certaines règles de vie, certaines croyances, certaines normes. Quand quelqu'un enfreint à ta norme, ou quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas dans ton code normatif, ça peut provoquer de la colère. Quand quelqu'un nous agresse, ça provoque plusieurs choses. D'abord la peur. Notre animal, il a peur de mourir. Il se sent agressé, il a peur de mourir. Il y a 3 réactions possibles vis-à-vis de la peur. L'attaque, associée avec la colère, avec l'agressivité. La fuite. Et se geler, se figer, ne plus bouger. Ça, la posture de ces 3, on les a abordés dans la théorie d'avant. Dans la séance d'avant. Dans la séance d'avant, on a vu que quand on a peur, il y a ça qui se remonte pour protéger la tête, que pour se battre, ou pour s'en aller, ou encore, ça se monte, parce que là, regarde, est-ce que tu me vois respirer? Mon ventre ne bougera pas. Rien ne bougera, parce que je levais les épaules, j'ai créé de l'espace ici, haut, pour respirer très lentement, très doucement, sans que ce soit visible. Comme ça, je peux rester assez longtemps et peut-être le prédateur partira. C'est ce que font les gazelles dans la savane. Ouais. Lorsqu'elles sont elles sont rattrapées, elles savent qu'elles vont être rattrapées par le lion, elles simulent la mort. C'est comme ça que la théorie polyvagale a été découverte. Elle est observée chez les animaux, en fait. Et alors, le fait qu'elle s'arrête, Elle respire quasiment plus. et c'est là que le lion en profite. Non, il passe son chemin. Tellement elle simule bien. Parce que ça l'intéresse plus. Il pense qu'il n'y a plus de mouvement. Ah ouais. Donc il est mort. Elle est morte. Elle se couche. Elle se D'un couche. seul coup. Oui. Et son odorat au lieu alors.
Et voilà, ils ont les pouvoirs, hein. Ils se sont adaptés. Hein. Il y a plein d'animaux qui simulent ça, hein, sous l'eau aussi. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, tout ça, c'est l'idée, c'est que quand tu vis les émotions régulièrement, la tristesse, c'est comme l'apathie. La tristesse, tu t'écrases sur toi-même. Déjà, notre posture, il nous impose, notre vie de tous les jours, il nous impose ça. La tête en bas, sous oxygénation, sous respiration, sous tonus musculaire. L'émotion de la tristesse. On se met de temps à autre, il y a des trucs qui vont pas comme il faut, comme il nous faut. Donc ça, c'est un autre sujet par rapport à il nous faut. La colère. La colère, c'est les tensions là, pour arracher. Les poings, les épaules, tout ça. C'est la colère. La colère est stockée en haut du corps. Donc quelqu'un qui est tout ici, il a stocké de la colère dans son corps. Quelqu'un qui a beaucoup de douleurs lombaires régulièrement, il a stocké la peur dans son corps. Au niveau du sacrum. Ouais, sacrum en bas du dos. La tristesse, elle se stocke ici. Poumon. L'organe associé à la tristesse, donc l'élément métal, c'est le poumon. Une petite histoire de vie assez curieuse. Je vais à la salle, pas à la salle, je vais au stade pour faire les tractions. Je fais les tractions, j'ai mal à l'épaule. Je fais mon analyse de la mécanique de montée. Quand je fais les tractions, si l'épaule monte, ça fait un conflit, ça fait mal à l'épaule. Pourquoi l'épaule monte? Il y a un muscle qui ne fait pas son travail. Ce muscle-là s'appelle le grand dentelé. Dans la kinésiologie appliquée, il est en lien avec le poumon. Les poumons, c'est la tristesse. Et inflammation et ce genre de choses, je me dis, ah, c'est intéressant. Ça faisait le lien avec le fait que j'avais une plaque de psoriasis sur ma jambe. Plaque de psoriasis, c'est sur la peau. La peau, c'est l'organe, c'est le tissu associé de poumon, donc de métal. Donc la peau, plaque de psoriasis, rouge, inflammation, sécheresse, tout ça, ok. Ce que je traversais à l'intérieur de moi, c'était une séparation amoureuse où j'étais en colère contre moi-même et triste vis-à-vis de la séparation. Quand j'ai découvert ces liens-là... Et la peau, c'est un problème de territoire aussi. Et c'était sur la cheville. Et que je voulais pas partir. Voilà. Et du coup, je voulais pas accepter la situation et je voulais pas avancer. Donc au moment où ça a switché dans ma tête, que je me suis rendu compte de tous ces liens-là, sur les 3-4 jours après, ça s'est régulé, le psoriasis il est passé, l'épaule n'a plus eu mal, et du coup tout s'est retrouvé. Donc, pour vous dire qu'il y a l'émotion qui est stockée ou qui n'est pas stockée, qu'on peut utiliser notre corps comme un outil de décodage d'un langage qui nous est inconnu. Il suffit de connaître certaines bases et avoir certaines techniques pour aller travailler sur tout ça. Pour mes épaules, c'est possible. Hein? Pour mes épaules, c'est possible. Il y a des chances que oui, il y a des choses sur lesquelles oui. Tu peux noter les questions, on verra ça à la fin. Donc, quand les émotions sont stockées, on a besoin de les libérer. Vous avez déjà vu les gens qui font les travaux dans la rue? Ouais, avec le truc là qui tape. Le truc qui tape, sur quoi elle tape? Ouais, le marteau-piqueur. Sur quoi elle tape? Sur du béton. Sur du béton. Béton, c'est un truc dur. C'est un truc qui n'a pas bougé. C'est un truc qui est cristallisé, qui est stocké. Tu vois la métaphore? Le béton, le caillou, le gros truc, c'est l'agglomération de cette émotion qui n'a pas bougé depuis des années. Et pourquoi elle n'a pas bougé? Bah, peut-être à un moment de la vie où on a eu ce message, cette émotion qui est arrivée, on ne savait pas quoi faire avec. Donc on ne savait pas comment l'interpréter et elle est restée. On ne savait pas comment la libérer
On a compris ce qu'elle veut dire, mais on ne sait pas comment la libérer. Elle est restée. On n'a pas eu le temps de la libérer. Après, je vais gérer ça après. Elle est restée. Et tout ça par des petites gouttes. Des toutes petites. Vous avez déjà vu le tuyau qui goutte? Tu mets un seau la nuit, le matin, le seau est rempli. Mais pourtant, c'est une goutte après l'autre. Et tout ça, pendant de longues années de vie, tu accumules les petites gouttes d'émotions, de différentes émotions, qui se stockent, qui s'encrassent, qui devient de plus en plus rigide, et ça se rigidifie dans un endroit de ton corps, dans l'autre, dans quelque chose, et du coup ton corps se dérive sans que tu le vois. Donc la métaphore des marteaux-piqueurs là, qu'est-ce qu'ils font sur le béton pour le taper? Ils tapent. Ils tapent avec une certaine fréquence rapide. Et cette fréquence-là, pour vous parler, j'utilise mes cordes vocales, mes cordes vocales, pour les contracter d'une certaine façon, pour faire vibrer l'air que je sors, pour que dans vos oreilles, par les petits os qui reçoivent cette vibration-là, par votre cerveau, il sera interprété comme les mots, vu que vous avez un code de décryptage de la fréquence. Et là, regarde un petit test. Я продолжаю говорить с той же интонацией, с той же силой, но ты не понимаешь. Я понимаю. Ты понимаешь. Она понимает немножко. Вы не понимаете. Pourtant, vous avez entendu, mais vous n'avez pas réussi à décrypter, vu que vous n'avez pas le code de décryptage de ces vibrations. Donc la langue que nous parlons, c'est juste la vibration que ton cerveau, tes oreilles ont entendu, ton cerveau a interprété, et il a dit, ok, cette longueur, ces vibrations-là avec ces coupures-là, ça fait référence à la bouteille. Donc il doit parler de la bouteille. En plus, il pointe la main sur la bouteille. Et il a des chances que ce soit la bouteille. Donc le cerveau met en lien les yeux, les oreilles, tous les sens pour essayer de faire un truc compact, global de ce qu'on vit. Et du coup, il y a ça. Mais pour produire le son, on utilise les voyelles. Et c'est là on va aller sur qu'est-ce qui est l'expiration sonorisée. Mais avant, on passe sur les questions de la première phase. Si vous voulez poser une question, vous avez le micro, vous le prenez et vous me posez la question. Qui a des questions? Ouais. Et tu parles dedans. Tu peux l'approcher et tout. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu considères? Les émotions, il faut les accueillir. Se mettre à l'écoute. Qu'est-ce qu'il en est de l'émotion de la colère? Est-ce que c'est salvateur de vivre ces colères? Est-ce que c'est salvateur? Salvateur. Est-ce que ça résout le problème? Est-ce que salvateur... Sauver, okay. Oui. Est-ce que ça solutionne? Ça solutionne de vivre ses colères, d'aller, de lui laisser de l'espace à cette colère. Laisse-moi quelques instants d'interpréter ça. Partant du postulat que l'émotion est un messager. La colère est en train de te véhiculer un message. Première étape, c'est d'aller déjà dans le moment même. C'est est-ce que tu vis la colère vis-à-vis d'une situation réelle, qu'il y a quelque chose qui se passe, les personnes sont en face de toi et tu te mets en colère.
est-ce que cette colère-là sera bénéfique pour le moment même? Si elle est légitime, oui, tu peux l'exprimer. Si elle n'est pas légitime parce que ça va créer encore plus de la colère et plus de dégâts, plus d'autres choses, je serais d'avis de dire, ok, si moi je vis cette colère, il y a un moment, par exemple dans certains cours, j'ai la colère qui peut commencer à monter, ok, d'accord, ok, si je pète la colère maintenant, est-ce que ce sera bénéfique? Peut-être pas. Ok, dans ce cas-là, j'investis pas mon énergie dans ça. Si parfois il y a la colère qui pète et je sens que ça va être bénéfique, parce que ça va stopper certaines choses, peut-être je peux le faire. À la question que est-ce que j'ai assez d'énergie pour investir, est-ce que je veux investir mon énergie dans ça ou pas. Si c'est la colère qui arrive juste comme ça, tu as pensé à un truc de ton passé, de la même situation où tu n'as pas exprimé ta colère, où tu as exprimé ta colère, peu importe, mais tu repenses à cette situation et ça te fout en colère, l'exprimer là, tu peux l'externaliser. Tu peux prendre un coussin et crier. Parfois, quand j'avais trop de colère, je prenais le coussin, je me collais au canapé et je criais à l'intérieur. Mais le cri, c'est quoi? C'est le son. Ah! C'est la contraction, c'est une externalisation d'excès d'énergie qui est stockée. Donc, ça permet, oui, de libérer, d'une part. L'autre chose, c'est quand tu perçois la colère dans une situation, voir si c'est la première fois ou si c'est ce genre de situation, souvent ça te met en colère. Si c'est souvent, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as une grille de normes et que cette colère vient titiller une des grilles, que même pas la colère, c'est l'événement, il vient titiller un truc dans tes normes que selon toi c'est inadmissible, selon l'autre c'est tout à fait normal. Et du coup il y a un conflit entre les deux. Mais là, ce conflit-là, si c'est avec un membre de famille ou tout ça, il faudrait trouver un compromis. Parce que tu vas voir cette personne à peu près régulièrement. Ou si c'est les collègues de travail, ou si c'est quelqu'un dans ta vie, si tu vois cette personne plusieurs fois, peut-être à un moment donné, il faudrait un petit peu diluer tes normes, voir comment tu peux voir est-ce que ce qu'il pense l'autre, comment c'est qu'est-ce qu'il pense, essayer de comprendre sa réflexion pour voir qu'est-ce qu'il essaie de te dire et peut-être diluer ça. Comme ça, tu auras moins de moments où tu as la colère. Comme ça, ta santé reste mieux. Parce que la colère réprimée... La colère réprimée elle sera stagnée, sera stockée. Oui, oui. La colère réprimée sera stockée et ça va embêter ta santé par la suite. La colère exprimée trop, surenrichie, elle est destructrice et pour l'autre et pour soi. Et la colère réprimée, elle est destructrice pour soi et pour l'autre indirectement, parce qu'après tu pèteras un câble si tu la stockes. Voilà, donc quitte à... voilà. Et la colère, elle n'est pas forcément... La colère, elle n'est pas forcément dirigée vers l'extérieur. La plus terrible, c'est celle que envers soi-même. Dans le sens, je ne suis pas assez quelque chose, ce genre de choses. Oui. Si c'est je ne suis pas assez quelque chose, ou si c'est un lien avec sa propre valeur, il y a un travail beaucoup plus profond sur, on pourrait parler, croire en soi, estime de soi, ce genre de choses. Mais tout simplement, dans toutes ces questions-là, avant, il y a quelques années, je gérais de ce côté-là, aller travailler sur l'estime de soi, tout ça. Maintenant, je prends ça comme ça, c'est que tu as un déséquilibre, tu as une colère qui remonte, tu t'en veux pour quelque chose, tu es un déséquilibre énergétique. Fais ta pratique, fais ta respiration, fais ton ancrage, fais ton machin, rééquilibre-toi, restabilise-toi, et là, tu verras qu'est-ce que tu fais avec ce truc. Tu veux dire que on peut facilement le régler, apporter une solution au niveau énergétique plutôt que de l'apporter dans la densité.
Densité, tu parles de la matière dans le corps? Je dirais, quand je veux dire aligné, ce que souvent quand quelqu'un est en colère, je fais l'exemple de ma sœur, je pense qu'elle serait d'accord par rapport à ça. S'il a trop d'émotions, trop de colère, je reviens. Oui. Tu t'écartes. Quand tu t'écartes, tu te réalignes. Ça te permet de voir plus clair dans ce qui se passe. La colère ne prend plus les yeux. Tu enlèves ce brouillard. Et comment enlever ce brouillard? Il a plein de techniques. Il a des techniques respiratoires qui marchent super bien, que j'applique, que j'utilise et que je vous transmets. Il y a d'autres pratiques qui peuvent être plus ou moins impactantes sur le corps, plus ou moins demandants. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas juste avoir une pratique. Parce que si tu n'en as qu'une, le jour où tu ne peux pas t'en servir, tu n'es pas bien du tout. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs outils que tu maîtrises, que tu as travaillé régulièrement. Et comme ça, tu peux t'adapter à la situation où tu peux utiliser un des outils. Donc, utiliser l'outil pour libérer ta colère, se stabiliser, et après aller chercher, si c'est quelque chose qui est encore d'actualité, parce que parfois tu t'es restabilisé, tu as évacué. Pourquoi je me suis mis en colère? Ouais, franchement, j'ai même pas envie d'aller réfléchir, d'aller chercher pourquoi. Ouais. Ou tu commences à réfléchir et tu te dis, ouais, j'avais tout à fait raison de me mettre en colère. Ok, c'est bon, c'est résolu. En fait, l'idée, c'est le conflit. Le conflit avec l'autre, c'est une chose, ça dépend aussi à moitié de l'autre. Le conflit avec soi-même. Règle le conflit avec toi-même. Et déjà, il y aura beaucoup de choses qui vont rouler beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Est-ce que ça répond à ta question? Ok. Tu avais une question? Martine? Alors, moi, c'est une constatation. Attends. Tu étais en train de penser à la question? Oui, j'étais en train de penser à la colère. Ok. Pense, note ou... Non. C'est prêt par rapport à l'énergie profonde. Désolé, Martine. Par rapport au soi profond. Qu'est-ce qui... Amène-le vers toi. Qu'est-ce qui, une fois un peu débroussailler la question sur la racine, l'origine de la colère, le travail, comment dire, par rapport à la conscience de cette colère. Qui est en colère ou est-ce que... Parce que la colère, ça peut très bien ne pas qu'être en haut, ça peut être la gorge, ça peut être les épaules. C'est là-haut, c'est ça, là-haut. Partie, ouais. Voilà. C'est cette zone-là. Mais si c'est récurrent... C'est quoi ta question? Ma question, c'est, en dehors de... Pour faire la pratique physique semble suffire. Il n'y a pas un degré de conscience à rajouter en plus? Si, en fait, c'est que de base, quand tu fais la pratique physique, tu apportes la conscience. C'est ça. Il y a différents niveaux de pratique. Les débutants auront besoin de passer par le corps, par le mouvement. En tout cas, c'est dans la façon dont je le pratique pour moi, parce que le corps me parle beaucoup. Pour quelqu'un d'autre, ce serait plutôt la psychologie ou quelque chose d'autre. Donc, dans mon cas de vision de choses, c'est les débutants vont libérer la colère par le mouvement, par l'étirement, par relâchement, par différents outils. Quelqu'un de plus avancé va utiliser la respiration sans quasiment mouvement, juste un certain son, une certaine respiration pour libérer la colère. Quelqu'un d'autre qui est encore plus avancé pourra être là, fermer les yeux, se connecter, s'aligner et aller dans le subtil, dans le spirituel pour aller travailler sur ça.
quelqu'un d'autre qui est encore plus avancé, il n'a même pas besoin de fermer les yeux, il fait le truc en arrière-plan de ses yeux. Tout. Il le règle sur le plan énergétique. Donc ça dépend du niveau de chacun, du niveau de conscience de chacun. Plus on est capable de diriger notre conscience, même pas le flux de pensée. Le flux des pensées, c'est pas la conscience. C'est qu'avec notre conscience, on peut aller chercher les pensées, on peut aller chercher les choses. C'est notre concentration, avec d'autres mots. Si on a un pouvoir de concentration très développé, on a besoin de rien, juste je me concentre, c'est réglé. Je ne parle pas de moi quand je dis je me concentre, c'est juste la personne se concentre et c'est réglé. Et là, il n'y a plus de raison d'avoir la colère. Exactement. Parce qu'on a de la colère, mais on n'est pas la colère. Oui, c'est ne pas s'identifier à l'émotion, c'est juste comprendre qu'on est en train de la vivre. C'est un message, c'est un truc qu'on vit, quoi. Quand tu prends un truc chaud, il est chaud, mais t'es pas à la chaleur. Mais pour l'exemple de la colère, on nous a beaucoup culpabilisés sur la colère. Qu'il fallait pas vivre nos colères, etc. Oui, c'est vrai. Ouais. Je propose à Martine de poser sa question. Alors, moi, je voulais savoir pourquoi, quand on est très anxieux, une période qui dure, on a la gorge tellement serrée, on a beaucoup de mal à parler, beaucoup de mal à manger. On est complètement resserré au niveau du larynx. Qu'est-ce qu'on peut faire ? La question, c'est pourquoi ou qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a la question pourquoi ? Est-ce qu'il y a une cause ? Et comment faire pour se dégager et retrouver la parole ? J'ai entendu ta question. Je vais me concentrer un peu plus en profondeur de ta question. Ok. Il faut les détails concrets pour parler dans la question concrète. Là, on ne va pas faire ça. Je vais te donner ce qui m'est venu par rapport à ta question. J'ai vu un événement. Cet événement, je le considère inadmissible, ou ce comportement, ou ce mot, ou quelque chose, je le considère inadmissible, ou quelque chose qui me procure la sensation de peur par rapport à mon passé et qui fait le écho avec le passé. J'ai un besoin profond de le dire à la personne en face, mais soit de l'historique vécu avec cette personne, soit mon éducation, soit quelque chose d'autre, je ne peux pas lui dire. Donc, je suis obligé de me réprimer moi-même de le dire. Donc, stocker dans mon corps moi-même le truc pour ne pas le dire. Si, par exemple, en face, la personne n'est pas en capacité de le comprendre ou de l'entendre même, le fait de le dire va provoquer encore plus de réactions en face. Et donc encore plus de réactions en face et encore plus de dégâts. Et là, ça se surenrichit jusqu'à un conflit physique, jusqu'à une agression physique, au-delà de verbal. Ça peut être une des choses. Ça peut être jusqu'à, si je dis cette chose-là à la personne, elle le prend extrêmement mal, elle sera extrêmement triste. Et moi, ça me mettrait extrêmement triste, parce que c'est quelqu'un qui est cher pour moi, qui est proche, et j'ai un attachement émotionnel. Et donc le voir souffrir par ma phrase, je vais me culpabiliser d'avoir dit ce truc, donc je préfère m'étrangler mon truc avant qu'il soit sorti. Donc ça peut être ça. Ça peut être plein de raisons possibles. Mais l'idée est là, ce que... Voilà. Tu vois l'idée ? Et du coup, ça se sert. Peut-être ça c'est aussi en lien avec la peur, avec se solidifier, ne plus bouger.
Comme ça, on ne voit pas que tu avales, on ne voit pas que tu respires. Peut-être en lien avec ça. Une manifestation physique. Je ne suis pas spécialiste de ces côtés-là. Je te partage mes sensations, mes idées et tout ça. Ta deuxième partie de la question, c'était quoi faire avec ça? Comment se libérer de ça? Première chose, c'est... c'est à l'envers. Yes. Première chose, c'est l'apaisement. Avant de faire quoi que ce soit, fais une grande inspiration, une grande expiration, plusieurs fois, pour que le brouillard s'enlève déjà, ça libérera l'espace. Ok. Tu peux, et pour ça, pour le faire, il faut l'avoir pratiqué. Parce que si tu n'as jamais utilisé la clé qui est comme ça, avec les picots à la fin, et les picots au milieu et au début, quand tu vois la serrure, c'est pas de la première fois que tu vas rentrer ta clé et ouvrir la porte. Il faut t'avoir entraîné à utiliser cette clé pour pouvoir t'en servir. Donc c'est ça le but final de nos pratiques, c'est de donner les outils, les clés pour pouvoir se restabiliser, s'ancrer pendant les moments de déséquilibre, peu importe les moments de déséquilibre, à la mesure du possible de chacun. Voilà. Ça peut être une réponse que tu as fait à un choc émotionnel. Un accident. Tout à fait. Tout à fait. Tu as une question? Oui, ça n'a rien à voir avec toutes ces émotions qu'on a abordées. Je ne sais pas dans quelle rubrique ça peut rentrer, c'est le ressassement, le petit vélo. Le petit vélo, c'est le déséquilibre de la Terre. De la Terre? Oui, ça, on a abordé la séance théorique de la semaine passée. Tu peux le revoir en replay, intégralement. C'est là où je parle que pourquoi on réfléchit trop. Ce qu'on a été entraîné à ça. On a été éduqué, on a été entraîné à ça. Et quand tu regardes les vidéos, tu as toutes les réponses de comment arrêter de réfléchir, comment apprendre à réfléchir moins et comment apprendre à réfléchir là où je veux réfléchir. Ça, toutes ces réponses-là, tu les as dans la vidéo de la semaine passée. C'est un conditionnement. Voilà. Good. Yes, je bois un peu de thé. Tu as ta question? Oui, juste une petite question par rapport aux zones d'inspiration. Ventre, côté et arrière. Et là, on n'a pas pratiqué un peu l'arrière. On était au côté. Du coup, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est comment pratique-t-on à l'arrière? Ok. Quand on inspire, tu nous as bien... mais finalement, on a... Parce qu'on respire par l'arrière. On respire même par là. Ouais, non. Si on parle de la respiration dorsale, Inspire. arrière, on le fait de temps à autre dans les pratiques, quand on a le poids de corps sur les talons. On a toute la chaîne antérieure qui est contractée, ça va inspirer derrière. Ou quand on a fait la posture de la boule, quand tu es enroulé sur la boule comme ça, ça va inspirer aussi dans le dos. Mais la meilleure position qu'on va faire pour respirer dans le dos, c'est ce qu'on va pratiquer le soir, vu qu'à partir de lundi, il y aura les pratiques le lundi et le vendredi à 18h30 au Castel des Deux Rois. Là, à la de l'herbe, on va pouvoir poser les mains, on va pouvoir pratiquer les respirations dans le dos, on va pouvoir libérer ça. Faut pas oublier un truc que la plupart des mammifères, sauf les humains, sont quadrupèdes. Donc, voir
5 les kangourous, qui utilisent leur queue pour se déplacer aussi. Donc tous ces animaux-là, ils sont en quadripédie, donc le ventre il a un certain tonus et toute leur respiration il est dans le dos et sur les côtés. Nous, par notre posture, on a perdu cette capacité-là, ou en tout cas on l'a verrouillée. C'est pour ça que toutes les postures où on est en quadripédie, où on est en appui sur les mains, où on est penché vers l'avant avec un engagement ici, par la posture, de la part de la posture, ça va forcer la respiration dans le dos automatiquement. Un des exemples super faciles que tu peux faire, tu peux aussi éviter le mouvement ici, par tout simplement mettre les mains ici ou mettre un coussin, t'enrouler vers le devant, ici, et chercher à te remplir. Tu vas vite sentir que ton dos s'étire. Mais il faut bien s'enrouler, parce que sinon tu iras à haut du dos. Et notre idée, c'est d'aller dans les lombaires et dans le milieu du dos. Pour ça, il faut s'inverser. Et ça, on le pratiquera dans le parc. Good. Je ne sais pas s'il y aura encore le goût de thé ou ce sera l'eau légèrement avec le truc. Mais on verra bien. Donc, la prochaine question. Qu'est-ce qui est l'expiration sonorisée? Non, merci. C'est une merveille. Après. Je prendrai après peut-être. Donc, l'expiration sonorisée est une expiration avec le son. On fait un certain son. Exemple. Tu le faisais sur la plage l'autre jour. Expiration non sonorisée. Pas de son. Expiration forcée non sonorisée. Le son, c'était juste la sortie d'air de mon nez. Expiration sonorisée. Et je fais comme le pain, tu vois, le pain. Et le pain, il se termine par un IN. Comme c'est un son que tu fais. T'inspires. C'est un son que tu fais. Tu fais le ou a, i, e, u, tout ça, c'est l'expiration sonorisée. Pour la faire, il nous faut un certain volume d'inspiration. Plus on inspire, plus longtemps on va pouvoir essouffler. Mécaniquement parlant. Plus on est tolérant au CO2, plus longtemps on va pouvoir essouffler. Souffler. Plus on est apaisé, plus longtemps on pourra souffler. Donc, la question d'après, comment cette expiration sonorisée permet la libération physique? Tout simplement, avec la métaphore de marteau-piqueur, le son, il va résonner dans les os, il va résonner dans les tissus par la résonance, et c'est ces vibrations-là qui vont faire vibrer l'eau, notre corps, qui va libérer les tensions physiques. Donc ça, là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tester la première. Tu es là, assise, concentrée, tu fermes les yeux. Et tu observes le calme que tu as.
une fois que tu as observé le calme que tu as, ça va devenir un petit peu plus subtil. Parce qu'il va falloir déjà travailler dans ta tête. Parce que dès qu'il s'agit de chanter ou de faire un son, tôt ou tard dans ta vie, quelqu'un peut-être t'a déjà dit que tu chantes mal, ou tu chantes faux, ou quelque chose. Ou on a dit ça à quelqu'un de tes amis, de tes proches, et toi, ça t'a fait de la peine aussi, et t'as pas trop envie qu'on te le redise à toi. Et bah du coup, ça crée une peur. Et cette peur-là, elle rigidifie la mâchoire, elle rigidifie la langue, les lèvres, le nez, le corps, le visage. Ça rigidifie un peu de tout. C'est pour ça que tu vas commencer par tout simplement faire un comme M. Pour que ce soit plus simple à faire, tu inspires et quand tu commences à expirer, d'abord tu expires d'en bas, comme si d'en bas tu compresses pour faire sortir l'air. Et tu observes le calme. Qu'est-ce que tu sens? Un calme intérieur. Est-ce qu'il est plus calme que tout à l'heure? Ta respiration est plus lente. Mhm. Respire plus lente. Non, moi je suis étonnée De quoi? du son que j'ai produit. Ok. T'es surprise? Ok. On n'a entendu que toi. Ouais. Donc là, on va faire le I. Juste tout simplement, commence par dire I. 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 Fais un bon sourire, bien comme il faut. I. 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 Tu vois ce que ça travaille déjà? Il y a ça qui bouge. Et quand tu fais le I, il y a ça qui va vibrer. Ça commence à vibrer là et là. Et donc ça, c'est que tu vas faire maintenant. Tu vas faire le I.
une self-respiration. Oui. Waouh. Tu as battu le record du monde, là. Hein? Tu as battu le record du monde. Non. C'est du travail. Dis donc, là, Refaites maintenant le I. Remplis là, hein, remplis là. Voilà, voilà. Mais bon. Je vous donnerai l'exercice après. Fais le I, je ne le fais pas. Fais-le toi. Plusieurs fois, je vais dire, fais 4 I, 4 expirations longues, avec un bon I. Et après, tu observes le calme que ça fait. Observe ton corps, observe tes épaules, observe ton visage, relâche tout. Fais les I. Isa, ouvre, 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 ouvre. Voilà. Isa, touche la table. Touche la table. T'as senti? Martine, 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 Martine. Vous finissez la dernière. Ah, bien. Et après, vous observez le calme. Le cœur ou Le calme. Merci. Ça peut être les deux. Alors. Il y en a qui ont le thé qui remonte. Comment? Il y en a qui ont le thé qui remonte. Non, c'est pas le thé. Ah, c'est le petit truc. gâteau, Ok. je l'avais pas encore obligé. Moi, je sens les cordes vocales vibrer. Mhm. Même Les dans cordes la vocales, plusieurs fois, on sent qu'elles ne travaillent pas. Et bah du coup là, ce qui est énorme, La vibre. La vibration avait changé. Là. C'était plus continu. Ça. c'est un symbole de utiliser les cordes pour produire le son. C'est parce que pour le moment, je ne vous ai pas partagé exprès le mouvement de comprendre le souffle. Là, quand vous soufflez, vous créez la tension à l'intérieur pour souffler, pour faire le son. I.
Vous contractez ça pour sortir l'air. Ça et ça. Alors que si on le fait avec le bas, avec la compression d'en bas, que je vais partager dans l'exercice juste après, ça va vous faire cette sortie d'air qui ne fatigue pas énormément les cordes. Donc, donc ça sort de là. Ça sort pas de I. I. Écoute la différence. I. Avec celle d'avant. Est-ce que tu entends la différence? Donc, le pubis, le sacrum, c'est deux endroits de bassin qui sont faciles à repérer. Quand tu inspires, tu bascules un peu devant. Quand tu expires, tu bascules un peu derrière. Mais pour ça, inspire et expire, c'est pas toi qui le fais. C'est le mouvement qui provoque le déplacement d'air. Regarde bien si je suis là. C'est pas moi qui souffle. C'est l'air qui est dans mes poumons qui s'expulse par l'écrasé de mon corps. Et donc le truc à développer, c'est de déverrouiller ta colonne, déverrouiller ton sacrum, ton bassin, pour pouvoir ouvrir le nez, ouvrir la bouche, faire le O comme OU, ou O, ou U, soit U, soit OU. Mais si tu le fais juste, voilà, en 5 secondes, tu as la tête qui tourne. Hein. Et c'est ça qui a bougé. Donc, pour le faire, tu bascules. Inspire quand tu vas devant. Et quand tu vas en arrière, tu compresses ton ventre. Et continue. Fais le O avec les lettres O. Fais le O avec tes lèvres, mais sans faire le bruit. Juste, là, tu utilises le cordes. Ou n'utilise pas les cordes. C'est pas les cordes, c'est l'air. Ah, là, il y avait un sifflement quelque part qui a marché. Plus vite tu redresses, ouvre le nez. Ouvre le nez. Pour que ça rentre aussi à travers le nez. On va pas faire rentrer des deux côtés. C'est un mouvement qui n'est pas évident. Oh, hein. Là, ça commence à apparaître. Ça... Putain, le focus qu'il faut. J'oublie le nez. J'oublie le nez. J'arrive pas. Eh oui.
tu vas voir que... Ferme la bouche. On s'est fermé la bouche. Non, non. Ah oui, c'est ça que ça fait le bruit. La langue de l'œil. À peu près au milieu. Et maintenant, regarde un truc. Quand tu as fait ça, tu vas commencer à faire à nouveau le M. Mais le M, tu vas essayer de le faire monter dans le nez de la bouche. Et donc d'abord tu inspires. Il descend le son. Et tu graves après. Enfin, j'ai senti comme ça. Et vois comment elle est ta voix maintenant. Quand tu parles. Parle pour toi. Comment tu dis? Parle pour toi. Je parle pour moi, oui. Juste, non, parle pour toi dans le sens, parle avec toi-même, là, Avec moi. pour entendre. Ouais. Pas avec ton cœur. Pour entendre ta voix. Parle. Parle avec toi-même, là, en utilisant ta bouche. Dis quelque chose. Et toi aussi, et les autres. Oui, je parle. Je m'écoute, je parle. Toujours en oui. Avec moi. Toujours en oui. Je parle. Oui, je parle. Donc, Dans rien, ça pose la question. hein? Une ouverture là. Je parle dans ma bouche. Je parle. Donc, quand tu le fais, quand tu le fais correctement et quand tu réveilles et le nez, et les lèvres, et la langue, et les dents, et la mâchoire, quand tu réveilles tout ça par les exercices spécifiques que je vais pouvoir vous partager au fur et à mesure, ta voix devient plus grave. Elle descend, elle est en bas. Et ça vient de... Ça pose la voix. Ça pose le vent, ouais. Ça pose la voix et ce qu'on peut dire est totalement différemment perçu Exactement. quand ça part du dantian. Ça, dans le livre que je lis sur d'un gars qui est chaman à Tuva, c'est les pays de l'Est. Donc, c'est un chanteur, parce que là-bas, ils ont encore les traditions chamaniques avec le chant chamanique et tout ça. Et c'est dans son livre-là qu'il explique que les peurs, les émotions, toutes ces tensions-là, il se focalise beaucoup sur le visage. Et on a du mal à relâcher le visage. On a du mal à le relâcher, la mâchoire. Ouvrir la mâchoire et faire le A. Le A ouvert.
sans bouger quoi que ce soit. C'est juste, tu crées la tension, comme les comment ça s'appelle? Non. Les saxophonistes? Irlande. En Irlande, ils ont un instrument de musique là. Oui, la bagpipe. Le machin. La Ouais, celui qui est extrêmement aigu. Mais c'est un truc d'air. Donc, tu as une paille, tu ajoutes de l'air, tu le presses ce truc, et au fur et à mesure, tu ajoutes de l'air dedans, mais c'est avec le bras que tu le compresses pour faire le son. C'est le truc là qui fait sortir le son. C'est ton tube à toi que tu compresses pour faire sortir le son, l'air. Et avec ta bouche, ta langue, ton nez, tes narines, ta mâchoire, tu modules la forme. Et avec la contraction de la gorge, tu modules les formes pour que ça sorte sur différentes sonorités. La contraction, ça va changer aussi la gravité de tes notes. Plus aiguë, plus grave. Et quand tu apprends à contracter les choses un peu différemment, il y a un moyen qui libère énormément la mâchoire. Je vous le montre, mais ça, pour apprendre, je vais voir comment il enseigne dans le livre pour pouvoir vous le transmettre. Je l'ai appris il y a très longtemps en m'amusant à faire le beatbox. Ça là, le beatbox. Et après, j'ai découvert que c'est un des styles de chant de gorge qui s'appelle Kargara ou Kargara, qui est très bas, très ancrant. Du coup, il fait vibrer tout ça. Comment tu fais le son? Et c'est ça que je vais apprendre à vous transmettre d'une façon ou d'une autre. Celui-là, il n'est pas évident à apprendre parce qu'il demande une certaine habitude de contraction. Voilà. Ça m'intrigue parce que j'ai fait beaucoup de chants, aussi bien la formation de voix individuelle qu'en chorale, et différents styles. Et je suis bien posée, et là, pas du tout. Donc, je me rends compte de ce que j'ai perdu et ce que je peux peut-être un petit peu récupérer. Je pense que si tu fais le tout premier, qui est le sifflement, si tu l'apprends à le faire, le sifflet, il s'apprend tout seul. Tu respires qu'avec la bouche. Le nez est ouvert et la bouche, mais c'est surtout le mouvement ici qui fait que c'est ce truc d'en bas là qu'il faut ouvrir, compresser. Voilà, c'est ça qui va faire que ça sorte seul. Il faut basculer un peu le corps de devant à derrière, le bassin pour que ça bouge et tout ça. Du coup, voilà. Avez-vous des questions? Du coup, comment, par rapport à la libération physique, les émotions et tout ça, tu fais vibrer ton corps sur différents niveaux. Ça libère les tensions physiques. Et quand tu es tout détendu, quand tu traverses une émotion, tu vas sentir que ton corps commence à se densifier dans un certain endroit. Et quand tu connais la cartographie de ces endroits, tu peux mieux comprendre quelle est cette émotion ou quel est cet événement et de pourquoi et comment. Et comme ça, tu peux tout relâcher. Tu utilises ton corps comme un outil de scan de toi-même, de ce que ta conscience traverse, de ce que ta
concentration traverse, que ce soit à l'intérieur ou vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. J'ai une question. Ouais, Martine. Je vais voir si ça filme toujours. Et si ça ne filme plus, 1h30, on a filmé déjà. Là, tiens. Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que nos organes sont reliés au son? Parce que, bon, on a tous remarqué, les oiseaux, le ronron du chat, ça fait du bien. Les bruits de moteur de voiture ou autres, ça produit quand même une réaction très désagréable. Et oui. Alors, nos organes sont-ils reliés au son? Est-ce qu'ils sont affectés par les sons? Ouais. Sont-ils relayés directement au son? Si on parle de la matière, de la question matérielle, à part les poumons, non. Les fascias. Enfin, C'est pas, si on parle des organes en tant que tels connus pour la plupart des gens. Donc, mais comme les fascias recouvrent les organes. ouais, mais en fait, il faut déjà comprendre ce qu'est les fascias, qu'est-ce que c'est, comment ça se visualise et tout ça. C'est un peu plus vaste comme question. Donc, si on parle de la matière, seule chose qui est en lien avec le son, c'est tout ce qui traite et produit le son. Oui. Les poumons, les cordes vocales, l'oreille. Et il paraît que, ça a vérifié, mais c'était écrit dans le livre du chaman, que si tu n'entends pas, en fait, tu peux produire les sons que les sons que tu entends. Toi, tu as la formation sur la musique. Il paraît que on peut produire que ce qu'on est capable d'entendre. Est-ce que c'est ce que tu retrouves? Oh, il y a une imagination intérieure. Et au fait, tu peux imaginer les sons, Mais si tu les as déjà entendus? pas vraiment. Pas vraiment. Non. Ok. Pour créer, pour écrire, créer, ou pour chanter? C'est-à-dire que dans la musique classique, tu chantes ce qui est écrit. Mais par exemple, j'ai fait des formations de musique contemporaine où nous étions une cinquantaine et ils nous faisaient marcher et produire les sons, chacun le son différent à la façon que tu as fait. Et ça faisait une musique, un espace sonore énorme. Et chacun se retrouvait dans cela. Donc au fait, c'était pas écrit, c'est pas parce que tu l'as entendu, c'est parce que tu le crées par rapport à ton imagination ou à tes possibilités. Ok. Est-ce que c'est ça, l'interprétation? Parce qu'il y a chanter, il y a interpréter. Donc, chanter, ça veut dire interpréter. Ça dépend, on ne peut pas chanter sans interpréter, puisque chacun a son couleur. Chacun a sa personnalité et donc ses capacités qui permettent de le faire. Ok, donc si je reviens sur la question, par rapport à le son, sur le plan physique, j'ai donné la réponse. Sur les plans, pareil, physique, mais plus subtil. La fréquence de vibration. Oui, ça. Le cerveau, il émet des ondes à certaines fréquences pour transmettre le message. L'oreille, il reçoit les ondes dans le tympan, les vibrations d'air, là, des machins. Ça fait vibrer les petits os, là, à l'intérieur. Et lui, il interprète ces tapotements comme une information. Mais et un et l'autre, c'est une vibration.
à une certaine fréquence et une longueur d'onde. La lumière, c'est aussi une fréquence. Si on regarde plus à l'intérieur de la tasse, on voit qu'il y a de l'eau. Si on regarde à l'intérieur de l'eau, on va voir qu'il est composé de différentes choses. Si on regarde à l'intérieur de ces choses-là, on va voir qu'ils sont composés encore de quelque chose. Donc on va aller dans les molécules, les atomes, la construction de l'atome avec l'électron et tout le reste. Et si on va aller encore plus à l'intérieur, on va découvrir des choses un peu plus spécifiques. Et ce qu'on va découvrir, qu'entre ce truc spécifique et l'autre truc spécifique, il y a énormément de place. Beaucoup de place. Donc, l'espace. Et que toute cette matière, elle vibre à une certaine fréquence. Tout à l'heure, j'ai dit à Isa de toucher la table, parce que quand on a fait le son, ça a fait vibrer la table. Parce que la table, il vibre à une certaine fréquence. Le fait de mettre la fréquence, ça accélère la fréquence de la table. Dans la musique, si on prend une guitare bien coordonnée, et on met une guitare à côté, et on tape sur une sur une corde assez fort, ou à côté de l'autre guitare, la guitare à côté va réagir. Elle va commencer à vibrer la même corde. Parce que c'est la même résonance. C'est la même fréquence et elle va résonner ensemble. Donc, quand on entend le bruit d'un moteur ou de quelque chose qui nous est désagréable, pourquoi c'est désagréable? D'une part, il est suffisamment fort pour commencer à nous imposer sa vibration versus notre. Donc notre vibration commence à s'abaisser, à se mettre à la vibration de trucs qui émet au moteur, le moteur qui émet cette vibration. Ce qui est interprété comme désagréable, je me sens mal, je me sens pas bien. Ça, c'est la même chose dans l'environnement. Plus l'environnement est pollué par des bruits, plus il y a de bordel dans ton corps, parce que le corps, il reçoit énormément d'informations et tout ça. Des sons naturels en plus, c'est ça. Ça affecte nos organes. Exactement, ça affecte nos organes, vu que les organes eux-mêmes, ils vibrent aussi de différentes façons. Et l'idée, c'est que par les pratiques de respiration, tu relâches les tensions pour que ça vibre partout pareil dans le même organe ou dans le même tissu. Par la création de sons, tu peux émettre certaines fréquences de ton cerveau. Alpha, bêta, gamma et tout ce genre de choses-là. Il y a certaines fréquences qui sont propices à la méditation. Il y a certaines fréquences qui sont propices au sommeil. Il y a certaines fréquences qui sont propices à une création quelque chose. Tu es plus créatif. Et donc, quand tu mets ton cerveau à ces fréquences-là, il y a plusieurs façons de mettre ton cerveau à ces fréquences. La musique, ton cerveau écoute, il se met à interpréter les choses, à recevoir, à se mettre sur le niveau. Les lumières, si on te met dans une chambre avec une lumière spécifique, tu auras une émotion spécifique. Parce que ça va stimuler ton cerveau, ça va interpréter les choses, et ça peut commencer à agacer. Il y a pas mal d'expériences scientifiques par rapport à ça. Ce que tu as mangé, ça peut changer. Donc toutes les connexions de ton intérieur avec l'extérieur ont de l'influence sur ce que tu vis. Et donc, est-ce que ça répond plus à ta question? Oui. Ok. J'avais la question à propos de la crispation des Tiens. épaules. Yes. Tiens. Ma question concerne Plus proche. ma question concerne le mal que j'ai pu avoir dans les épaules et qui, grâce entre autres et surtout à tes cours, est parti.
de, je dirais, 80%, 85%, et que je suis capable de bouger mes bras, de m'en servir tous les jours sans mal, sans avoir mal. Et je voulais te demander, est-ce que tu crois que les traumatismes ou les situations dures auraient pu avoir l'influence sur mon mal qui a duré plusieurs mois, à tel point que les docteurs que j'ai vus, les 2 ou 3, 4, m'ont dit tous qu'il faut faire une opération des épaules. Il y avait un physio qui m'a dit non, madame, allez voir ailleurs et faites des recherches. Je l'ai fait, j'ai rencontré une médecin qui m'a beaucoup aidée, et aussi des massages avec un appareil électromagnétique, mais surtout ici, avec toi, j'ai vraiment repris du poil, si on peut dire. Voilà. Excellent. Merci. Donc, étape par étape. Douleur dans l'épaule, ça peut être l'usure des cartilages, ça peut être l'usure des tendons, ça peut être l'usure des ligaments. Cette usure, ça veut dire que les mouvements ou l'événement, peu importe ce que le corps a vécu, ce qui a été demandé était trop élevé par rapport à ce que le corps a pu fournir. C'est pour ça qu'il s'est blessé. Que ce soit dans l'intensité ou que ce soit à répétition. Si je fais l'exemple là, je prends la tasse, je la frotte. En fonction de qui est plus résistant, la tasse ou ça, quand je l'ai fait 10 000 fois, il va apparaître une déformation ici et une déformation là. Si je prends la tasse et je la fracasse contre ça, il y a un des deux qui va se casser. Il y a des chances que ce soit la tasse, vu que je connais qu'elle est à peu près fragile. Ce qui fait que, pareil dans notre corps, si on fait un mouvement qui demande trop par rapport à ce que notre corps peut nous fournir, ça le blesse. Si on le demande à petite dose, mais trop fréquemment, il n'a pas le temps de s'adapter, il peut fournir le problème, la blessure. Si on parle de côté émotionnel de tes épaules, ça peut être en lien avec les tensions qui sont arrivées pour la protection, la peur, la colère, la tristesse, les différentes choses qu'on peut traverser tout au long de la vie. On ne sait pas comment les évacuer, ça stagne. Ça, on l'a vu au début. Deuxième chose, je travaille dans un type de travail spécifique. Admettons, je suis violoniste. À un moment donné, cette posture, elle va commencer à se retranscrire dans tous les tissus. Parce que c'est une posture habituelle de pratique. Et t'es beau de le redescendre, tu auras une déformation. Si la table de travail ou le piano n'est pas à ta hauteur et là, tu ne peux pas jouer en étant bas, à force, si elle est trop haut, à force, tu auras les épaules qui seront levées, ce qui va faire les tensions. Ça peut être plusieurs, donc la mécanique, le mouvement, ou donc l'adaptation mécanique à l'environnement, l'adaptation mécanique à l'environnement émotionnel. Tout ça, ça peut contribuer à expliquer pourquoi tu as eu les douleurs et tout ça. Aussi, la question de la force. Malheureusement, dans la société actuelle, maintenant c'est un peu mieux, mais il y a quelques années en arrière, les femmes ne pratiquaient quasiment pas d'activité de force. Il y avait les activités physiques d'expression, la danse, le théâtre, la musique, c'était de l'expression. Mais aller faire de la muscu, pousser de la fonte, soulever les barres, jeter les cailloux et tout ça, jeter les kettlebells en l'air et avoir la masse musculaire qui soutient le squelette, ce n'était pas du tout dans les normes. Aujourd'hui, les jeunes, elles le font.
Les jeunes le font et heureusement que maintenant, les femmes deviennent plus fortes physiquement et sont plus solides. Pour certains hommes, ouais, tu ressembles à un homme. Bah, t'as qu'à ressembler à un homme, toi. Déjà, si on parle de ça. Hein? Si elle est un homme qui est baraqué et tout, bah, elle dira jamais à une femme, tu ressembles à un homme. Soit elle a un problème ou je sais pas quoi, ça dépend de l'interprétation de chacun. Mais si on prend l'histoire de vie de l'humanité, homme, femme, peu importe, les deux devaient survivre pour procréer l'humanité. Les deux devaient affronter le froid, les deux devaient affronter la famine, les deux devaient affronter les prédateurs, les deux devaient se débrouiller pour survivre, pour que nous on soit là. Ce qui fait que le corps physique, la musculature, il a eu certaines demandes qu'on avait besoin. Mais on a créé un environnement dans lequel on n'a plus besoin de se défendre des prédateurs, on n'a plus besoin de se défendre pour le territoire, on n'a plus besoin d'aller chercher à manger pour chasser, on n'a plus besoin de découper tout ça, de transporter, parce que transporter la viande ou transporter le panier rempli de trucs qu'on a pris, cuits dans la terre et tout ça, ça a un certain poids. Quand tu as une famille à nourrir, tu le transportes tout ça. Tu le transportes pas tout seul, mais tu le transportes ensemble. Rien que le poser sur un traîneau et tout ça, il faut le poser, il faut créer ce traîneau. Qui le crée? Les deux travaillent ensemble. Ce qui fait qu'il y a le travail musculaire qui est important. Et ce qu'on a fait dans les pratiques, c'est qu'on a commencé à ouvrir l'amplitude de respiration. On a commencé à monter avec la respiration pour faire circuler le sang riche en oxygène. On a commencé à faire le renforcement musculaire pour que le sang riche en oxygène, comme l'eau rapide, enlève les barrages de tension pour que les tissus puissent se régénérer. Ce qui pourrait expliquer le fait pourquoi ça a amélioré ton amplitude, ça a diminué tes douleurs. L'isométrie est bien connue pour son effet anti-inflammatoire, antalgique. C'est un antidouleur naturel. Et ça, c'est la science qui nous a prouvé plusieurs fois. Si on parle de côté plus subtil, le fait de maintenir la posture, c'est travailler la matière, travailler la terre. Mais respirer dans cette posture, c'est faire le lien entre le ciel et la terre pour que l'ensemble fonctionne correctement. Et dans les bras, on a des canaux énergétiques. Donc le fait de travailler sur ça dans certaines postures, ça améliore la circulation sanguine, ça améliore la circulation lymphatique, ça améliore la cicatrisation, ça améliore le déplacement du chi, ça améliore le déplacement énergétique et ça améliore beaucoup de choses. Qu'est-ce qui de tout ça a contribué à soulager et améliorer la situation? Le tout. Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que c'est exactement? À mon avis, non. Ça a aidé? Oui. Continue. Juste, continue. C'était quoi ton instrument, le piano? Le piano, je jouais du violoncelle aussi. J'ai joué de l'accordéon, j'ai joué de la flûte à bec. Bon, mais le piano était mon instrument principal. Oui. Le violoncelle, j'en ai fait, mais le professeur ne m'a rien appris. J'avais une amie aussi, il n'a rien appris. C'était un monsieur qui venait pour donner des cours, en fait, et pour gagner de l'argent, sans nous donner vraiment un vrai enseignement. Je les regrette beaucoup parce que porter un violoncelle quand tu es adolescente pendant 4 ou 5 ans, et tu viens en cours et tu veux le faire, puis c'est pas concluant, c'est pas ça. Parce que j'ai été en lien avec Bernard Olivier, qui a été mon médecin en chinois et énergéticien pendant presque 20 ans. Et il travaillait avec des musiciens, avec les musiciens de l'opéra de Monaco, pour leur faire faire tout le travail que tu fais. Voilà. Parce qu'il expliquait qu'il y avait beaucoup de crispation sur l'instrument. Et dans leur milieu, personne... Aujourd'hui peut-être. Si. Par exemple, je donnais des cours de piano il y a encore pas longtemps, et j'avais une amie russe qui donnait aussi des cours. Un jour, elle m'a dit, Barbara, dites-moi comment vous faites que tous vos enfants ont une bonne position. Ben, j'ai dit tout simplement, il y a des fesses.
il y a des pieds. Et si tu les poses comme il faut, ben, tu peux faire tout ce que tu veux. Et on a beaucoup discuté de ça parce que les enfants qui jouent et qui sont crispés, ils arrivent à un certain niveau et après ils ont tous mal aux épaules, aux mains, etc. Donc il y a des choses de base d'abord. Bien sûr, l'apprentissage a différents aspects, mais et la position physique est très importante. Très. La posture. Je vous propose pour la théorie de continuer la prochaine fois sur d'autres thématiques. Là, je coupe la vidéo, on se refait peut-être un bon thé et on discute plutôt humain à humain pour créer une sensibilité plutôt communautaire, papoter, discuter, passer un bon moment, rigoler ensemble. Et voilà. Merci Constantine. Et chanter. Avec plaisir. Et chanter. Chanter. Crap. Ah. Ah. Très bon chanteur. Crap. Excellent. Il y a une chose qui est étonnante. J'avais des amis qui étaient chanteurs et les